Bien, on n'aura pas de problème de traduction cette fois. Nathalie Senac, si on la présente bien sûr, elle est professeure en sciences de l'information et de la communication à Panthéon-Sorbonne et vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez écrit un livre que vous nous avez amené qui s'appelle Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique. On pourra peut-être en parler un petit peu. Peut-être pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, on a déjà pas mal parlé de l'intelligence artificielle au cours de ces débats. Mais vous avez également participé aux États généraux de l'information, bon, qui sont un peu en stand-by pour des tas de raisons. Mais vous avez notamment tous les deux, et je ne sais pas si quand on vous a invité, on savait que vous étiez ensemble sur ce dossier, vous avez travaillé sur un dossier qui s'appelle l'information en 2050. Donc la question a été posée ce matin à certains, comment vous voyez l'avenir de l'information à 5 ou 10 ans, vous avez vu un peu plus loin. Alors peut-être Antoine pour commencer, ou Nathalie, ou les deux. Voilà, c'est quoi vos scénarios sur l'avenir de l'information, du pire au meilleur? Je vais faire un très très court sur cette partie-là. Effectivement, on a eu le plaisir d'être sollicité par Christophe Deloire à l'époque pour qui on a une pensée. Pour qui effectivement on a une pensée qui était et qui nous a et qui réunis. nous a réunis, et qui est le président de Reporters sans frontières. Et délégué général des États généraux de l'information, qui a eu cette envie, dans le cadre des États généraux de l'information, de demander à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, de conduire une mission de prospective pour essayer de déterminer quels pouvaient être les scénarios autour de l'information en 2050. Pour ce faire, on n'est pas resté entre nous, INA, on a travaillé avec plusieurs personnalités extérieures, plusieurs co-auteurs, dont Nathalie en était un des membres éminents. Et effectivement, vos conclusions. On a travaillé sur 3 scénarios, ce qui est peut-être plus intéressant encore que les scénarios, parce qu'en plus on ne peut pas complètement, désolé, les dévoiler à ce stade. C'est la méthode qu'on a employée pour y arriver. Et Alors, Nathalie, on va le faire à 2 voix, génial. Une méthode totalement novatrice. Alors déjà, on a interviewé, effectivement, on n'est pas resté en chambre, donc plus d'une quarantaine de personnalités, des militaires, des chercheurs, des ingénieurs, des historiens, également des romanciers. Donc on a vraiment pris un spectre large de personnalités avec qui on a posé cette question. Et puis évidemment, ça ne vous aura pas échappé, il fallait qu'on construise. Donc on est parti quand même d'une méthode relativement scientifique et rigoureuse, en constatant, comme un peu on a pu le faire depuis ce matin dans cette journée d'études, c'est finalement les chocs qui viennent percuter le monde des médias. 5 chocs qu'on a identifiés, économiques, mais également politiques, sociétaux, climatiques et technologiques. Et donc dans ces chocs-là, on a regardé finalement comment ces chocs-là pouvaient avoir, lorsqu'ils sont croisés, avoir des incidences, avec un certain nombre de variables, je vous le passerai ici, avoir une incidence sur le champ informationnel et comment on pourrait projeter. Et donc là où c'est assez novateur dans ce que nous avons fait et qui sera, j'espère, publié en septembre, c'est que finalement, cette construction d'une matrice permet à tout un chacun de prendre des variables et de construire finalement l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est pas simplement le tout à chacun, c'est également un outil politique. Et c'est bien l'objet que nous avions. Les médias sont un objet politique, et les médias sont trop souvent un impensé politique, et donc il fallait des outils. On y a participé modestement à cette construction-là. Et pour atterrir par rapport à notre sujet, par rapport à l'intelligence artificielle... Voilà. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a un avenir pour les médias, c'est ça la question. On est absolument persuadé. Et en fait, ce sujet de l'intelligence artificielle, c'est pas l'alpha et l'oméga à partir duquel on a pensé l'information en 2050. C'est un des facteurs d'un choc plus large, qui est un choc technologique. Et il faut faire sans doute ce point d'attention autour de l'intelligence artificielle, qui est que, évidemment, depuis fin 2023, c'est un sujet qui est prépondérant, depuis fin 2022, pardon, et ChatGPT, mais on aurait sans doute tort de surestimer l'impact à très court terme. On aurait de la même manière tort de sous-estimer l'impact à moyen et à long terme. Et moi, je me permets de dire cela particulièrement comme quelqu'un qui travaille au quotidien sur le temps long à l'Institut national de l'audiovisuel, qui comprend 30 millions d'heures dans ses fonds. On va avoir sans doute l'occasion de raconter ce qu'on peut en faire. Alors, on va passer le micro à Séverine Grégoire, peut-être pour la présenter aussi. Vous dirigez l'innovation, la transformation digitale et l'IA pour le groupe CMA-CGM. On travaille pas mal avec vous ces derniers temps. Vous aurez un résumé de tous les débats d'aujourd'hui qui sont déjà en train d'être mis en ligne en temps réel
grâce à un outil d'IA qu'on a travaillé ensemble. Et peut-être, Séverine, nous dire, vous, votre vision, comment rassurer, je dirais pas seulement d'ailleurs que les journalistes que nous sommes, c'est vrai qu'on regarde un peu l'IA comme la poule regarde le couteau, en se demandant comment ça va se terminer pour nous. Est-ce qu'on peut avoir un discours plus positif sur cette révolution? Oui, oui, évidemment. Bonjour Philippe, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, peut-être que je peux parler de façon un peu concrète de ce qu'on a fait au sein du groupe CMA-CGM et faire le parallèle avec les médias. Donc c'est vrai que nous, après l'essor de ChatGPT, il y a vraiment eu une accélération du déploiement de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne et dans nos vies professionnelles. Et donc on a rapidement vu l'impact chez nous en interne, puisque dès la sortie de ChatGPT, on a enregistré plus de 100 000 connexions par mois à ChatGPT, avec un gros risque de fuite de nos données vers OpenAI. Donc, de façon très rapide, notre CEO a voulu mettre en place des actions et comprendre quel pouvait être l'impact et les actions qu'on pouvait mettre au sein du groupe pour embrasser cette nouvelle technologie. Donc, de façon très concrète, on a travaillé autour de 3 axes. Premièrement, on a déployé notre propre outil d'IA, un assistant IA qui s'appelle Maya, et j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, on a pris la parole, on a vraiment communiqué sur les outils, on a essayé d'avoir une politique de transparence envers les collaborateurs pour un peu démystifier l'IA et pour expliquer cette technologie. Et ensuite, évidemment, on a eu une approche business où il a fallu travailler sur des use cases très concret et très core business. Et en fait, le fait de déployer Maya, notre assistante qui n'est rien d'autre qu'un ChatGPT sécurisé, qui est connecté à Mistral, donc sur un LLM français. Au départ, c'était quelque chose de très généraliste et puis petit à petit, on l'a fine-tuné pour que ça devienne vraiment un assistant IA du groupe avec une connaissance spécifique autour du groupe CMA-CGM. Et donc, d'avoir fait ça, d'avoir mis très rapidement à la disposition des collaborateurs un outil, ça nous a permis de démystifier l'IA. Les collaborateurs ont pu utiliser, jouer avec cet outil et donc non plus en avoir peur, mais vraiment ils ont compris comment l'IA pouvait les aider dans leur quotidien, sur leurs tâches quotidiennes. Et donc après on a accompagné ça avec un discours en disant que on gardait évidemment l'humain au centre des décisions. On ne délègue pas la décision à la machine, bien au contraire, et que cet outil-là était là pour les aider et non pas pour les remplacer. Alors, quelques cas d'usage pour les médias, peut-être, que nous pouvons pour les médias, imaginer. Pour les médias, déjà, dans un premier temps, on a travaillé donc, avec l'équipe de la Tribune sur un outil justement autour de l'événementiel, avec de la captation en temps réel de ce qui se passait lors des différents événements de la Tribune, pour retranscrire en temps réel ce qui se passait et faire des résumés à la volée de ces contenus-là. Ensuite, on a une roadmap qui est quand même bien chargée. On va travailler notamment sur toute la partie archive, sur toute la partie accompagner les journalistes dans la création des contenus, que ce soit texte ou image. Et voilà. Et donc là, on est en train de justement travailler. On a énormément travaillé avec les équipes de rédaction de la Tribune, de la France et de Corse Matin pour comprendre les besoins et les cas d'usage concrets qu'on pouvait adresser avec des outils d'intelligence artificielle. Et ensuite, évidemment, on déploie des nouveaux outils, mais aussi on va leverager les outils qui sont déjà présents dans les rédactions. Et nous, c'est également ce qu'on a fait dans le groupe, parce qu'il y a déjà des plateformes, des outils qui sont présents, qui vont embarquer nativement des briques d'intelligence artificielle. Et donc, on va leverager ces outils-là et ces plateformes-là. Peut-être Antoine Bayet, vous citiez ce que vous êtes en train de faire à l'INA sur votre fonds d'archives, donc de la recherche sémantique pour retrouver des images. C'est quelque chose qu'on peut imaginer à quel horizon? Alors ça, l'aspect de recherche sémantique, c'est quelque chose qui va être proposé à l'utilisateur peut-être d'ores et déjà. Peut-être qu'avant, je peux aussi faire un petit peu d'amont. C'est-à-dire à quoi peut servir l'intelligence artificielle générative quand on produit des contenus. Aujourd'hui, l'INA est un producteur de contenus, on diffuse des contenus, on fait 2 milliards de vidéos vues chaque année sur nos différentes plateformes vidéo. Je vais vous prendre un exemple très concret. À la mort de Françoise Hardy, moi je me suis demandé si on allait diffuser auprès d'audiences sud-coréennes ou japonaises une vidéo qui leur présenterait le premier passage télé de Françoise Hardy en 1962. Parce qu'elle était une star là-bas. Absolument pas, parce qu'elle passait au petit conservatoire chez Mireille. Chez nous, en France, on a cette vidéo-là. Et en fait, elle est effectivement une star là-bas. Et on aurait moyen aujourd'hui d'avoir un nouveau marché qui est celui de vidéos diffusées à l'international. C'est un champ
qui s'ouvre. Donc c'est un nouveau business model pour l'INA. C'est une extension de notre business model. En fait, nous, l'IA générative, c'est notre troisième révolution numérique. La première, c'était celle de la numérisation. Passer des bandes d'archives au data center. Tous les contenus de l'INA ou presque aujourd'hui sont numérisés. Donc ne cherchez pas chez nous des vieilles pellicules de films. Le patrimoine de l'audiovisuel français, il est dans un data center qui est redondé comme il le faut. On a à peu près 30 millions d'heures qui y sont stockées. Ça, c'est très important pour faire de l'IA. Il faut avoir des datas de qualité et numérisées, bien sûr. Des datas de qualité, des datas numérisées, des datas multimodales. C'est-à-dire qu'elles vont à la fois mixer du texte, de l'audio, de la vidéo et des métadonnées écrites. Et ça, pour entraîner, et on en revient à ces questions qui étaient évoquées juste avant, pour entraîner un LLM comme Mistral peut l'être, et ben c'est quelque chose qui est évidemment très recherché. C'est un champ sur lequel on est en train d'avancer, qui est très compliqué. On vient de remporter on fait partie d'un consortium qui, avec Mistral et avec d'autres acteurs, va être financé par la BPI pour avoir cette idée de souveraineté et d'entraîner nos LLM français avec des données de qualité française. C'est un enjeu clé dans l'intelligence artificielle. Cet enjeu de souveraineté, Nathalie Sonac, il est clé pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup de dangers aussi associés à l'IA, et notamment à l'IA et les médias. On a évoqué tout à l'heure avec Pierre Louette des dangers sur des modèles économiques, notamment avec le search. Il y a également celui de perdre finalement le contrôle de ce qui va être regardé par les utilisateurs, que l'accès soit complètement centré sur certains types de contenus et pas d'autres. L'idée, c'est que l'IA de recommandation ne devienne pas le nouveau rédacteur en chef d'un titre. C'est toute la problématique aujourd'hui. Il y a effectivement des enjeux extraordinaires, comme tous les deux vous venez de le montrer. Je pense aussi à un nouveau métier, ou en tout cas un métier qui serait augmenté, qui est celui de l'investigation. On voit bien que les Panama Papers, par exemple, n'auraient jamais existé si on n'avait pas eu de l'IA. Donc il y a de l'IA, ensuite il y a différentes formes de l'IA, et l'IA générative est un des éléments de cette IA. Donc c'est plus complexe que ça. Les problématiques sont d'abord des problématiques à l'heure actuelle liées autour de l'entraînement de la machine, c'est-à-dire qu'il y a encore des biais, il y a beaucoup de biais algorithmiques, il y a des biais, il y a des hallucinations, mais ce n'est que le début aussi, donc c'est tout à fait normal qu'on y soit, il faut être vigilant, mais en même temps c'est un début. Ensuite, il y a évidemment des questions d'éthique et de déontologie, là, qui sont propres au métier du journalisme. La question, évidemment, l'inquiétude assez classique, assez française, de toute manière, on est quand même un peu peureux. Dans cette étude-là, il y a une inquiétude qui est liée à ça, il n'y a pas simplement une augmentation de la productivité, c'est est-ce qu'on est bien certain derrière qu'il y aura une éthique, une déontologie, qu'il y aura bien à parité, qu'il n'y a pas finalement ce que l'on veut dans l'output de l'IA, c'est ce qu'on aura mis dedans. Et puis une autre problématique qui est très importante, qui vient d'être évoquée par Antoine, mais que vous avez évoquée finalement, c'est que derrière ces grands modèles de langage, nous avons l'utilisation de la data. Mais quelle donnée? Est-ce que cette donnée, elle est finalement prise, volée? Si vous me le permettez, on avait le patron de Microsoft tout à l'heure, il nous a décrit un monde assez, j'ai déjà eu l'occasion de le lui dire en face, mais assez bisounours quand même. Hein. Tout le monde sait, mais on prend les données et les gens sont tout à fait d'accord et on retrouve. Et il commence déjà à y avoir des procès. Le New York Times est déjà en procès avec OpenAI. Il y en a beaucoup et il y a une vraie attention à avoir parce qu'il y a cette utilisation-là, il y a le modèle économique et qu'on peut comprendre que le modèle économique des GAFAM que l'on retrouve derrière, c'est celui de la maximisation du profit. Mais revenons à ce que me disait au départ Monsieur Saadé dans son propos introductif, c'est que sont les médias. Et c'est pour ça que je pensais de l'impensé politique. Les médias ont un vrai rôle démocratique. Ils sont dans nos sociétés démocratiques, ils jouent un rôle indispensable. Parce qu'une information de qualité, c'est aussi consubstantiel à notre vivre ensemble. Et ça, tout journaliste formé avec une éthique, une déontologie le sait. C'est la substance même finalement de son métier, mais que si ce n'est pas réalisé, alors on est dans un enjeu démocratique. Et quel est le rôle de l'IA là-dedans? Quels sont les enjeux et ce rôle-là? C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut évidemment l'utiliser comme un outil, mais qu'il soit laissé à la place de l'outil. Il ne faut pas que l'outil devienne le dominant sur l'humain. C'est pour ça que les rédactions se penchent sur la rédaction de chartes d'utilisation de l'IA. Il y a la charte d'utilisation, il y a aussi le vol de données, c'est-à-dire entraîner des grands modèles de langage avec des données dont les gens sont tout à fait enclins à laisser leurs données. Donc la notion de responsabilité du média, mais la notion également de consentement
est essentiel. Et puis, bien sûr, il y a évidemment la qualité de la donnée. Et on voit bien que derrière, il y a des possibilités, des biais de manipulation possible. Il y a de l'hallucination d'un côté, mais il y a également possibilité de manipulation. Le scandale de Cambridge Analytica, c'est 2016, et on ne parlait pas d'IA générative. On est bien plus loin que ça, quoi. C'est vrai qu'il va y avoir peut-être quelques réactions, Oui. sinon j'avais une question à vous poser, mais je vous laisse réagir avant. Pas de souci. Vous n'êtes pas sans savoir que Rodolphe Saadé a lancé et financé un laboratoire de recherche non-profit autour de l'IA qui s'appelle QTI, qui a été lancé en novembre dernier avec Xavier Niel et Eric Schmidt. Oui. Donc hier, on a eu fait le reveal du nouveau modèle, donc un modèle multimodal et surtout basé aujourd'hui sur l'audio. Et justement, nous, le QTI propose au groupe de presse français et européen, de travailler sur l'éthique autour de l'IA pour justement assurer la bonne utilisation des données d'entraînement qui assure la traçabilité de ces données d'entraînement. Donc nous, en tout cas, on propose à tous ces groupes de presse de travailler autour de ces sujets-là avec ce laboratoire de recherche. Parce que c'est fantastique. Il y a un vrai enjeu, parce que quand on voit les sommes qui sont mises en cause, vous parlez de Microsoft, Nvidia qui vaut aujourd'hui plus de 3 000 milliards, donc un vrai enjeu de souveraineté pour l'Europe, qui évidemment n'a pas les mêmes moyens déployés. Et en même temps, on vous l'avez dit, sur ce risque de biais algorithmique, le fait qu'on entraîne des modèles en français, et y compris, enfin en français en tout cas, sur des bases éthiques et de valeurs qui sont définies en Europe, c'est extrêmement vital. Sinon, on va perdre à nouveau, comme on a perdu la bataille sur la deuxième révolution Internet, on risque de la perdre sur la troisième. Est-ce qu'on se donne suffisamment de moyens aujourd'hui en Europe pour réussir ça? Je pense qu'on a toutes les bases pour. Déjà, on a les talents. On a les écoles qui forment les talents. Nous avons les talents. Et donc, c'est important d'ailleurs avec QTI, on a pu retenir des talents qui étaient partis chez Meta ou chez Google. Donc, c'est important d'avoir des laboratoires de recherche qui permettent de retenir ces talents pour travailler sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'on a ça. On a l'initiative entrepreneuriale. On a vu beaucoup de startups maintenant devenues licornes, Mistral, Poolside. On a récemment vu le projet H qui arrive à lever énormément de fonds. Après, est-ce qu'on aura la possibilité de les financer sur du long terme? C'est moins sûr, parce qu'on voit que toutes les levées de fonds sont leadées par des fonds d'investissement américains, avec le risque que ces acteurs-là basculent de l'autre côté de l'Atlantique plus tard. Antoine. Je voudrais revenir sur là, on a beaucoup parlé cuisine, back-office. L'un des enjeux, peut-être, et aussi pour faire un lien avec des éléments qui ont été développés ce matin, l'un des enjeux pour les audiences aujourd'hui va être autour de l'authenticité des contenus. Moi, je vais vous emmener dans un monde vertigineux qui est celui d'archives qui seraient recréées. Qu'est-ce qui peut encore faire sens aujourd'hui? Roland Barthes disait, on a entendu Hannah Arendt tout à l'heure, donc Roland Barthes parlait de la photographie comme la preuve de ce qui a été. Ça a été. C'est photographié, donc ça a été. L'intelligence artificielle générative nous expose à des contenus d'un nouveau genre. On est dans une zone grise de l'information. On est sur quelque chose qui a été entraîné, qui est un petit peu vrai, mais c'est une image en même temps qui est générée, qui est prédite, ou une séquence qui est prédite. Il y a un enjeu qui nous semble absolument fondamental, et pour faire le lien avec notre toute première intervention avec Nathalie, qui va être autour de la question de l'éducation, des audiences là-dessus. Comment apprendre à regarder, comment apprendre à douter? Et je reprends le « ça a été ». Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, quand on verra une archive, le premier réflexe qu'on aura, ce ne sera pas de se dire « ça a été », ce sera peut-être de se dire « ça n'a pas été » et qu'il va falloir apprendre à regarder différemment. Alors moi, évidemment, ça ne fait que renforcer le rôle de l'INA au service de la transmission de la mémoire, et celui des médias. C'est un monde vertigineux. Et celui des médias pour s'assurer d'une certaine véracité quand même. Et en tout cas, cette éthique, on disait de Chartres, de dire quand on utilise l'IA, quand on ne l'utilise pas, y compris peut-être demain pour créer un certain nombre de contenus. Vous aviez une remarque? Pas un complément, mais vraiment la question de l'éducation, effectivement, elle est centrale, hein, elle est essentielle à la fois pour que tout à chacun puisse conserver un esprit critique, qu'on puisse utiliser à bon escient l'ensemble de ces outils qui sont liés aujourd'hui à l'intelligence artificielle, demain, voire aujourd'hui déjà, mais demain encore plus à l'intelligence artificielle générative, et puis évidemment, en parallèle, la question de la formation.
C'est-à-dire que la formation des plus jeunes, la formation des journalistes à ces outils-là, et puis la formation des professeurs des écoles, qui aujourd'hui sont beaucoup démunis, parce que ça une innovation technologique qui va très très vite. Très souvent, moi je suis confrontée finalement à des professeurs des écoles dans le cadre de ma présidence du COP du Clémy, mais tout à l'heure Serge Barbet interviendra, qui est directeur lui-même du Clémy, où on a finalement on rencontre beaucoup de professeurs des écoles qui sont démunis face eux-mêmes à des élèves, non pas qui connaissent mieux, parce que je crois que malheureusement, quand on voit toutes les questions de droit d'auteur, de cyberharcèlement, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on a un téléphone portable qu'on sait faire des vidéos, qu'on sait complètement utiliser et se protéger soi-même, mais en tout cas qui sont complètement dépassés, parce que les gamins sont beaucoup plus souvent sur des réseaux sociaux que dans un environnement qui est plus safe. Donc on voit bien qu'il y a une question de formation qui est la formation initiale, bien évidemment, mais également une formation continue tout au long de la vie à ces nouveaux outils. D'ailleurs, c'est le rôle de Tangram, puisque c'est le centre de formation du groupe, et on a un programme de formation à l'intelligence artificielle pour accompagner nos collaborateurs dans cette révolution technologique. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de les former, de les acculturer pour mieux embrasser et qu'il y ait une meilleure adoption des outils là. Donc, je pense qu'effectivement, la formation est clé, et on a fait l'expérience au sein de la tribune Corse Matin et la Provence de faire des premières séances de formation des journalistes. Et voilà, je pense que médias, formation et démocratie, ça va bien ensemble. Ça sera le mot de la fin, ça c'est tout à fait adapté. Merci beaucoup. Merci beaucoup À tous les trois.